va reparler de tout ça. On va commencer par le début, par le commencement. Le commencement, c'est Maurice Leblanc. Et on va commencer donc avec Daniel Compère. Qu'est-ce qu'on peut dire d'abord pour présenter Maurice Leblanc? Il faut parler de la Normandie, je pense. Qu'est-ce qu'on peut donner comme trait important pour déterminer Maurice Leblanc parmi ce flot, parce qu'il y avait un flot d'auteurs de feuilletons et de littérature populaire. À l'époque, il n'y en a même pas encore aujourd'hui. Mais c'est le grand développement des journaux et donc du feuilleton. Voilà. Maurice Leblanc arrive relativement tard par rapport au problème du roman feuilleton qui est né en France dans les années 1830. Lui arrive dans la littérature à la fin du 19e siècle, dans les années 1890. Et alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a un auteur qui est plutôt un admirateur de Flaubert, qui est un ami de Maupassant aussi, qu'il rencontre précisément en Normandie, et dont il voudrait devenir une sorte de disciple, essayant d'écrire des contes dans les journaux et envisageant des romans psychologiques, réalistes, à la façon de Maupassant, de Flaubert. C'est plutôt de la grande littérature à la base. Il a une ambition littéraire, et alors, moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que ce personnage va voir brusquement cette ambition littéraire, artistique, détournée par sa propre création. C'est-à-dire qu'on a affaire à un cas assez rare, je crois, parmi les héros littéraires français, et même à l'étranger, je pense, on peut élargir la question. C'est un personnage qui va en quelque sorte pousser son auteur à changer son orientation et à se tourner vers le roman populaire, vers le roman policier. C'est pour une circonstance sans doute assez encore mal expliquée que l'éditeur Pierre Lafitte, qui édite une revue qui s'appelle Je sais tout, une revue qu'il va créer dans les années 1904, destinée à... Oui, voilà. Donc cette revue Je sais tout va être une revue, comme son titre l'indique, destinée à un large public. C'est une revue qui paraît tous les mois, avec des articles d'actualité, des articles, des récits de voyage, mais également le souci de l'éditeur, c'est d'y inclure des nouvelles ou des romans éventuellement. Et donc il demande à Maurice Leblanc d'écrire un conte pour paraître dans cette revue Je sais tout. Et Maurice Leblanc a l'idée de construire un personnage de gentleman cambrioleur, de ambiguïté, de quelqu'un qui fréquente la haute société, mais qui est en réalité un voleur. Et il commence par une première nouvelle qui doit dans son esprit être d'ailleurs la seule, qui met en scène l'arrestation de ce personnage, Arsène Lupin, à bord d'un bateau. Et puis voilà, le conte est publié. L'éditeur est tout à fait intéressé par ce conte qui paraît, qui touche un public qui semble intéressé lui aussi, et donc on dit à Maurice Leblanc, maintenant, il faut écrire la suite, reprenez ce personnage. Et Maurice Leblanc dit, non, pour moi c'est terminé, bon, c'est une histoire, je veux revenir à ma carrière de véritable écrivain. Et poussé par Pierre Lafitte et par des amis également, donc Maurice Leblanc va imaginer un prolongement, faire revenir le personnage, et comme il a été arrêté à la fin de ce premier récit, la suite logique, c'est de raconter son évasion. Comment va-t-il sortir de prison? Et à mesure que les nouvelles vont être écrites ainsi par Maurice Leblanc, il va imaginer un personnage qui semble être capable de réaliser l'impossible. Je crois que c'est aussi une des caractéristiques d'Arsène Lupin, c'est un personnage qui, même dans les situations qui semblent les plus désespérées, trouve la solution. Voilà. C'est effectivement une forme de génie de sa part. L'autre caractéristique, bien sûr, je pense qu'on en reparlera beaucoup des interprètes, c'est le côté élégant, séducteur, l'humour aussi, qui fait partie du personnage. Et ce qui est frappant, c'est que dès la première nouvelle, le personnage est déjà campé, il est déjà présent. Et tout au long de sa carrière, donc on va voir Maurice Leblanc essayer de s'en débarrasser. Il y aura un exemple en 1910 avec un roman qui s'appelle 813, dans lequel, à la fin du récit, Maurice Leblanc raconte que le personnage décide de se suicider. C'est fini, il arrête sa carrière. Et effectivement, pendant plusieurs années, il n'y a plus d'aventure d'Arsène Lupin. Mais poussé, encore une fois, par son éditeur, et surtout, je crois, par le public, par les lecteurs qui attendaient de nouveaux exploits, Maurice Leblanc va être amené à ressusciter son personnage, à raconter qu'en fait,
il a voulu se suicider, il ne s'est pas suicidé, et donc il peut vivre de nouvelles aventures. On va le voir revenir après la Première Guerre mondiale, dans les années 1920. Dans le même cas que Conan Doyle avec Sherlock Holmes, et comment dire, pour les histoires. Sherlock Holmes, dans les publications de Je sais tout, d'ailleurs, les premières nouvelles mentionnaient le nom de Sherlock Holmes, et puis l'éditeur s'est fait rappeler à l'ordre, on n'a pas le droit d'utiliser ainsi le nom d'un personnage d'un autre auteur, donc Leblanc a dû modifier le nom du personnage qui est devenu Herlock Sholmes, qui est la version que l'on connaît aujourd'hui. Mais je crois que ce qui est intéressant, c'est que comme Sherlock Holmes, Lupin a une vie quasiment indépendante, c'est-à-dire qu'on raconte son existence comme s'il avait existé, on cherche à retrouver ses traces. Il y a aujourd'hui toute une série d'auteurs qui racontent même des exploits que Maurice Leblanc n'a jamais écrits, mais on lui attribue bien des aventures, et on peut même imaginer que Lupin vit toujours retiré peut-être dans son aiguille creuse, tout comme Sherlock Holmes. On montre son bureau à Londres, Baker Street, on raconte également ses exploits, et un certain nombre d'auteurs se le réapproprient. Et je crois que là on a un phénomène tout à fait unique, ou en tout cas très rare, comme je le disais tout à l'heure. Alors c'est aussi donc un auteur de littérature, ce qui se distingue de beaucoup d'auteurs de romans populaires à l'époque. Je pense à Alain et Souvestre de Fantomas qui n'écrivaient pas mais qui dictaient leur texte, alors que là il s'agit d'un véritable homme de littérature. Leblanc a le souci de son écriture, de revoir les textes. D'ailleurs, comme Balzac, je dirais, ou comme Flaubert, il a le souci à mesure que les rééditions ont lieu, de modifier certains passages qui ne satisfont pas, ou d'actualiser parfois certains éléments. Donc c'est un véritable écrivain. Alors c'était pas le premier Jean Cleman cambrioleur, c'est une tradition là aussi littéraire. Il y avait Texier avec le Prince de Formose, et l'homme caoutchouc aussi, je crois. Pourquoi en fait va émerger de tout ça Arsène Lupin plus que les autres? Je pense que ça tient à son caractère effectivement exceptionnel et à sa séduction qui va au-delà de la séduction des femmes qu'il rencontre lors de ses aventures. C'est aussi quelqu'un qui séduit les lecteurs, qui séduit les téléspectateurs quand on y passe au petit écran ou au grand écran. C'est un personnage unique qui a à la fois ce panache, ce côté dans lequel beaucoup de Français se reconnaissent aussi, qui parfois même va jusqu'au côté un peu cocardier, un peu patriotique, excessif, mais qui a aussi ce côté très représentatif, je crois, du français, d'être quelqu'un qui a de l'humour, qui sait se sortir de ces situations, ce fameux système idée qu'on invoque parfois. Lupin en est tout à fait un champion. Alors il y a un aspect vengeance sociale dans le personnage à la base, parce que c'est une double origine, une origine noble qui s'appelle d'Andrézy. Sa mère est d'Andrézy et son père est professeur de gymnastique et il s'appelle Lupin. Donc c'est pas faux quand on dit Raoul d'Andrézy, Arsène Lupin, c'est bien. C'est une véritable double identité qu'il a dès l'origine et qui explique peut-être cette capacité à se fondre dans différents milieux, aussi bien à fréquenter la noblesse de l'époque que de se mêler au bas-fond du monde des voleurs. Donc on a parlé aussi de l'aspect politique qu'il peut y avoir chez lui, qui va lui valoir son rachat par rapport à la société. Il va faire la conquête de la Mauritanie. Oui. Non, mais je crois qu'il y a l'intérêt aussi du public, ce qui est une chose assez phénoménale, comme on a parlé de public anglais qui réclame Sherlock Holmes, comme d'ailleurs le public de 1848 réclame à Eugène Sue la suite, puisque Eugène Sue avait tué ces gens, il les fait revivre. Il y a même des émeutes à Paris. Dans Paris, on supplie, le préfet de police supplie Eugène Sue de continuer ça. Et en France, ça a été la même chose. C'est les éditeurs qui ont fait ça pour pousser, parce que les revenus s'en allaient assez vite, et Leblanc a bien accepté ça. Ce qui est intéressant par rapport à ce que vous dites, c'est que cette espèce de mélange de l'expression littéraire de l'époque, il fallait que ce soit un noble,
mais en même temps, le blanc est républicain. Et il essaie d'introduire des éléments d'actualité dans son histoire. Par exemple, si je prends l'exemple du coffre de Madame Imbert, oui, la fameuse escroc, banquier escroc, que ce soit à chaque fois, il y a une espèce d'interférence de l'actualité dans le récit d'Arsène Lupin pour lui donner une espèce de vraisemblance historique et réelle. Oui, le blanc fait croire qu'il est journaliste et que Arsène Lupin veut raconter ses exploits. Et donc tout ça est mêlé à de l'actualité, à l'affaire Dreyfus, comme il rencontre Sigmund Freud, comme il rencontre tous les grands de ce monde. C'est même un privilège. Il est mis au rang des plus grands, de cette façon. Oui. Il intervient, par exemple, Lupin intervient à la veille dans la période assez trouble qui peut pas de 14, Lupin intervient pour pousser le Kaiser à faire la paix. C'est étonnant, c'est-à-dire qu'il représente un peu les tendances populaires qu'il y a dans le pays. Je pense que c'est ça la grande réussite de Leblanc. Alors, il y a aussi un autre aspect qui je dirais, moins net, c'est-à-dire qu'ils volent, mais pas pour donner aux plus humbles, ils volent pour être plus riches que les plus riches. Oui, c'est la fameuse tradition de cartouches et des... Oui, c'est la tradition française. On a tendance parfois à dire que Lupin est un nouveau Robin des Bois, mais ce qui n'est pas vrai. Il ne redistribue pas effectivement ce qu'il vole, mais il l'utilise parfois. Il recrée l'équilibre. Voilà, il essaie de recréer un équilibre, tout à fait. La naissance